Ihrem Befehl, mein Führer! Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission préférée Face à l'opinion. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Il n'est pas politique, il est penseur, il est berger. Un homme qui ne fait pas ses premiers pas chez nous. Il a déjà été reçu par le président Christian Bossembe. Aujourd'hui, il nous fait également l'honneur d'être avec nous de passage à Kinshasa, puisqu'il n'est pas résident ici, le pasteur Serge Ndala. Pasteur, merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites d'être à nouveau ici chez nous à Congo Buzz TV. C'est moi qui vous remercie et l'honneur est mien de me retrouver dans cette chaîne que j'affectionne particulièrement et puis de me retrouver devant un journaliste de renom et qui a pignon sur eux. Je suis très honoré par cette invitation. Pasteur Serge Ndala, bref présentation de votre personne, de votre parcours. Vous êtes responsable des ministères Destiny Center, basé en Suisse, en France. Détenteur d'un master en management et communication, prédicateur, conférencier, conseiller des personnalités dans les domaines des réservoirs d'idées, think tank et de la politique, marié à Madame Nathalie Ngoudia Ndala, avec qui ils ont 3 enfants, passionnés du droit et de la formation des leaders dans tous les domaines de la vie. Ça fait quand même un peu trop, vous ne trouvez pas? Non, je pense même pas. Vous savez, il y a quelque chose d'ailleurs qui me vient à l'esprit. Une portion de l'Écriture dit on ne pourrait jamais écrire tout ce qu'on sait du Christ, parce que si on devait écrire, la Bible même ne pourra pas contenir tout ce que donc ce n'est qu'une infime partie de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Mais nous préférons présenter l'essentiel, que les gens soient restés focus sur ce que je pense que cette petite biographie parle un peu de notre modeste personne. Franchement, pasteur Serge Ndala, un modèle de plusieurs jeunes. Est-ce que vous avez un jour pensé devenir l'homme, le modèle, la référence que vous êtes aujourd'hui pour plusieurs personnes, plusieurs générations, des gens qui vous suivent? Est-ce qu'un jour vous avez pensé être au niveau où vous êtes? Non, je dirais, ça dépend à quelle période, mais quand on est enfant, enfin, on a des rêves de devenir, j'étais très bon au football, donc je voulais peut-être pas devenir star, mais être un très bon footballeur. J'étais excellent quand j'étais jeune, et puis quand on devient adolescent, les choses changent un peu, on commence à se dire, tiens, moi, mon modèle, c'est un peu celui-là, voilà, on commence à s'orienter, mais on ne se dit pas on va être influenceur de masse. D'ailleurs, à l'époque, l'idée des influenceurs n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas dans notre subconscient. Mais on se dit, j'aimerais apporter quelque chose de particulier dans ma génération. Mais l'idée d'être dans la distinction existe déjà. On fait des choses pour se distinguer des autres. On s'est dit, voilà, on essaie de parler différemment. Quand on va dans une fête, on essaie de s'habiller différemment. À l'école, on essaye, même quand on a son uniforme, on essaye de mettre quelque chose qui va vous distinguer. C'est déjà des petits tics de leadership d'une marque qu'on veut porter pour se dire, j'aime que les choses soient dans leur côté basique, mais j'aime aussi le côté singulier des choses. Donc, on l'a tous, chacun maintenant à des proportions différentes et chacun, plus on se découvre, plus on s'oriente vers cela. Mais dans ma jeunesse, je voulais vivre comme tout étant tout jeune. Franchement. Pasteur Serge Ndala, il y a une personne qui vous tient à cœur, qui est partie récemment. C'est le stratège, vous vous appelez ainsi, Monsieur Sami Mikobi, une personne qui était très proche de vous-même, de votre famille, de votre entourage. Et quel souvenir gardez-vous de la mémoire de M. Sami Mikobi? Oh, je tenais d'ailleurs à vous remercier parce que je tenais que cette émission en partie lui soit dédiée. Tout à fait. Parce que j'estime que les gens ont déjà dit beaucoup de choses, mais je tenais à de lui rendre hommage. L'une des raisons pour lesquelles j'ai effectué ce voyage, c'était vraiment d'assister à ses funérailles et de lui rendre hommage. Et merci à Congo Buzz et à vous-même de me donner l'opportunité de parler. Le temps me sera vraiment court de pouvoir commencer à énumérer
Mais je garde à l'esprit un homme qui était... la générosité, c'est peu de dire la générosité. C'est un homme qui voulait marquer les vies des gens. Il posait des actes pour que votre destinée, votre destin puisse prendre une nouvelle dimension. L'idée, je pense, chez lui, n'était pas d'aider simplement. Il voulait que les gens s'en sortent. Il voulait que les gens deviennent pas forcément des grandes personnes, mais que les gens vivent bien leur vie. Alors quand il se mettait à l'idée de vous aider, il mettait le paquet. Il allait au bout d'un projet, d'un but pour votre vie, parce que forcément, il croyait que derrière la vie d'une personne peut se cacher l'avenir, le succès, le bien-être des familles. Donc c'est quelqu'un qui faisait les choses, je pense, avec cet esprit, au-delà de ce qu'on peut dire, c'était un homme aimant, généreux. Je ne peux pas dire que j'étais l'un de ses proches, sinon je ne peux pas me permettre ça, mais de ce que j'ai vécu, de ce que je connais de lui, voilà, il avait cet esprit-là de pouvoir aller jusqu'au bout d'une idée pour essayer de permettre à une personne de devenir une bénédiction forcément. Mais pour ceux qui ne les connaissaient pas, ceux qui l'ont peut-être découvert à la fin de sa vie, et ceux qui ont eu à entendre parler de lui de loin, qu'est-ce que ces personnes-là peuvent... de quel modèle peuvent-ils tirer de M. Sammy Mikobi? De monsieur, comme je ne pourrais pas l'appeler monsieur, même s'il n'est plus, je continuerai à l'appeler mon vieux. Hein, ça, je le sens dans mes tripes quand je dis mon vieux Sammy Mikobi. De lui, la génération peut tirer beaucoup de leçons. Je serai un jour peut-être contraint lors de mes cours, de mes modules que je donne aux gens, d'intituler un module, le module Sammy Mikobi. Franchement. C'est un cas d'école d'où il vient, natif de Bandal, je le suis aussi, n'ayant pas un grand nom, hérité d'un nom familial aussi important, mais il a frayé un chemin. Il a frayé un chemin, pas forcément en faisant de la politique. C'est pas un homme politique, mais frayer un chemin, croyant en son rêve et à sa vision, et arrivant aussi à atteindre ses objectifs et accomplissant forcément ses rêves. Donc c'est un modèle de courage, de bravoure, d'abnégation aussi, pour ceux qui le connaissent. Peut-être sa condition de santé n'était pas optimale, mais il s'est battu comme un homme pour maintenir sa vie dans les conditions optimales pour essayer de produire ce qu'il a produit. C'est un modèle de réussite. C'est un modèle de réussite, c'est un modèle de combativité, d'abnégation. C'est un modèle de... on le connaît par son flegme légendaire, dans sa capacité de réunir les gens autour d'un projet, d'ailleurs, d'où forcément le surnom des stratèges, Oui. parce qu'il était forcément en mesure de... Relationniste, de ramener des idées, forcément qui couraient pas les rues. Donc tout le monde est unanime là-dessus. Non, c'est un... Parce que nous ne sommes pas dans un contexte anglo-saxon, nous serions dans un contexte anglo-saxon, le vieux Sammy Mikobi deviendrait un cas d'école. On l'étudierait dans certains milieux, dans certains instituts de management, d'entrepreneuriat, vraiment un cas d'école. Et je salue vraiment sa mémoire et le travail qu'il a pu faire au fond. Des témoignages comme les miens, il y en a beaucoup. Ça peut se compter en milliers, des témoignages comme les miens. J'ai retrouvé certains de mes amis avec qui on a fait un peu le même parcours. On a parlé, on s'est dit les mêmes choses. Moi seulement, j'ai dit que je vais consacrer du temps pour en parler, pour que forcément ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être là se retrouvent, s'identifient encore avec ce que je dis. Non, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école. Oui, c'est une personne qui reste dans votre mémoire à jamais. Ça, c'est impossible d'enlever cela. Et au-delà de ce que je dis de mon vieux Sammy Mikobi, c'est aussi
le cercle d'amis. C'est ça, tout au long de ces funérailles, c'est des personnes forcément, personnellement, que je n'ai pas côtoyées, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant ces moments de funérailles m'a laissé sans voix pour voir comment certaines personnes. Je crois en la noblesse de l'amitié. Je crois que l'amitié, c'est un sentiment noble. Jésus va dire à ses disciples, je ne vous appellerai plus des serviteurs, je vous appellerai maintenant mes amis. Donc on peut voir là où le Christ lui-même plaçait la notion de l'amitié. Alors j'ai vu autour des funérailles de Sami Mikobi, des personnes, je n'ai peut-être pas reçu le mandat, le droit de citer leur nom, mais ils se reconnaîtront, des amis qui ont des amitiés. Je me permettrai, Michel Kabeya, c'est un vieux aussi, Jean-Paul Dambana, et les autres qui étaient là. J'ai vu l'ancien Premier ministre honoraire, M. Sami Badibanga. C'est des gens, pour ceux qui, peut-être qui les voient de loin, Constant Omari, j'ai vu des gens comme ça, mais qui étaient proches, non seulement des obsèques de leurs amis qu'ils ont perdus, mais aussi des enfants du défunt. Ça, c'est des valeurs d'amitié, et je pèse les mots, c'est des choses, des cinq décennies de mon existence sur la Terre, j'ai rarement vu une telle dimension d'amitié, de sincérité, de cohésion et de protection du nom de leur ami, et de mise en œuvre de tous les moyens pour mettre en l'honneur, de garder l'honneur de ce nom qui était forcément l'un de leurs plus grands alliés, piliers dans leur réseau. C'est des leçons, le networking, les réseaux, l'amitié, la sincérité, et aller jusqu'au bout de cette amitié. C'était une noblesse extraordinaire. 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 Merci beaucoup, révérend. Et parlons d'une autre thématique à présent, après l'hommage rendu au stratège, Sami Mikobi, c'est l'État congolais dans sa forme actuelle, dans sa vie actuelle, dans sa situation actuelle. Il y a le constat d'une perte parfois des valeurs, d'instruction, de culture, de repères parfois on va dire. Vous personnellement, en tant que penseur, en tant qu'homme d'église, quel diagnostic, on va dire, personnel que vous faites-vous de la société congolaise de façon beaucoup plus générale? Et quel diagnostic posez-vous personnellement? Vous savez, je crois qu'il y a, parmi tant des crises que notre nation connaît, je pense qu'il y a aussi une crise identitaire. Une crise identitaire. Je donne un exemple banal. Vous irez dans un mariage nigérian. C'est un exemple comme ça. Nigérian, vous verrez jamais les Nigérians porter des costumes traditionnels congolais. Jamais. Vous allez dans un mariage indien. Vous verrez jamais un Indien, lors de son mariage traditionnel ou coutumier, enfin même la soirée, porter un habit traditionnel congolais. Même le Congolais, le jour de son mariage traditionnel, ce qu'on appelle coutumier, il est capable, pour épater les gens, d'aller choisir un costume coréen, japonais, chinois. Ça montre la crise identitaire d'une nation. Parce qu'on est dans la culture de faire des extrapolations qui nous dégagent de nos sources, de nos racines. Et cette mentalité-là prouve à suffisance que des fois on ne sait pas qui nous sommes, quelle est notre place dans l'échiquier mondial. Si on prend pas, on ne fait pas cette prise de conscience, on ne peut pas se rendre compte des enjeux qui sont les nôtres, de notre place d'influence, avec tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons faire. Donc, la crise, elle est autant peut-être économique, politique des fois, mais elle est aussi identitaire. Je partageais avec vous en aparté un livre qui m'a beaucoup aidé. J'ai lu un livre il y a longtemps, j'en ai même oublié l'auteur, L'ADN des nations. Quel est l'ADN du Congo? J'ai parlé d'une théorie et à un moment, on nous a parlé des pères de l'indépendance. Mais on ne nous a jamais parlé des pères de la nation. Les gens se sont battus pour arracher l'indépendance.
Mais les gens ne se sont pas battus pour construire la nation. Sur quoi la nation congolaise est-elle construite? Sur quelles valeurs? Quelles sont les choses sur lesquelles on est intransigeant? Les choses sur lesquelles on ne peut pas céder, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit des églises de réveil, qu'on soit musulman, qu'on soit athée, mais sur les choses qu'on ne peut pas intransiger en tant que Congolais. Quelles sont les choses que nous, Congolais, on se sent fiers à brandir devant des milliers de peuples pour dire, il y a certes des choses, mais des choses qui nous lient, qui nous identifient, qui constituent pour nous un socle qui ne peut pas être détruit. Les États-Unis ont été bâtis sur des valeurs de liberté. C'est pourquoi la liberté, elle est fondamentale aux États-Unis, au-delà de la richesse. C'est pourquoi même on a du mal à faire des amendements dans la Constitution américaine pour le port d'armes, par exemple. Parce que l'identité, c'est la liberté. La liberté, c'est discutable à outrance, mais ce sont les socles. En France, qu'on l'aime ou l'aime pas, il y a autant de gens qui sont dans les loges maçonniques, tout ça là, mais égalité, fraternité, c'est-à-dire que c'est des valeurs, c'est pourquoi même quand on n'a pas des moyens, on a droit à la santé, on a droit à l'école gratuite. Ce sont des valeurs intransigeantes que les nations modernes ont compris et on ne badine pas là-dessus. Donc le Congo doit trouver des moyens, des voies, des penseurs, des initiatives pour créer cette identité-là. Peut-être une génération, des générations, certaines ont déjà été perdues, mais si on fait un effort, revenir à une certaine base pour les enfants, on peut créer les nouveaux Congolais de demain. Il faut créer une nouvelle base. Il faut en dehors de ce que vous dites, le problème identitaire, la théorie que vous développez, pasteur, c'est très très bien. Mais dans le fond, l'homme congolais a subi beaucoup d'événements. Vous avez parlé des pertes d'indépendance, mais tout ça n'a-t-il pas poussé le Congolais à changer, à se changer, à chercher à se retrouver soi-même? Est-ce que ce n'est pas parmi les éléments qui ont empêché le Congolais à devenir l'homme qu'il est censé être? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est juste que la place de ces notions-là, est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'école, nous avons étudié Louis XIV? Vous vous rendez compte? Nous avons étudié Charlemagne. Nous avons étudié Napoléon Bonaparte. Bonaparte, nous avons étudié celui qui a créé la nation française, je ne me rappelle plus. Hein, Jeanne d'Arc. Tous ces gens, la preuve en est, on maîtrise l'histoire française mieux que l'histoire du Congo. Les rois, les empereurs, bon, on n'en connaît quelques-uns, les Nzingankuvu, tout ça, l'histoire, mais l'histoire n'est pas profonde. L'histoire n'est pas profonde. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a ce problème identitaire, d'où revoir, mettre ces éléments qui formatent le socle d'une nation, d'un peuple, d'une génération, le mettre à leur place. Revoir, si c'est possible. D'ailleurs, je pense que la condition, elle est sine qua non. Revoir le système éducatif. Qu'est-ce que nous... Le système éducatif national. Oui. Pour pas seulement de raisons historiques, mais pour des raisons d'avenir. Quelle est l'élite que nous produirons demain face aux enjeux? Le monde a changé. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Le monde a complètement changé. Qu'est-ce que nous proposons en termes de connaissances, en termes d'intelligence? Nous sommes toujours dans notre manière de concevoir l'intelligence comme notre système éducatif. Nos diplômes, que valent-ils? Il y a toujours un complot derrière le Congo, le diplôme. Et moi, je me rappelle, il y a encore début des années 90, j'intègre, en 91, 92, je crois, j'intègre la faculté de droit. Je me rappelle ça comme hier. Nous sommes en face d'un test et nous avions un professeur à l'époque de droit constitutionnel
Et il avait l'habitude de faire des tests oraux aux étudiants pour voir la capacité. Il y avait la moitié de la salle, il a dit, pour moi, vous ne pouvez pas être inscrit en fac de droit. Vous êtes mal orienté. Parce que vous n'avez pas les fibres des juristes. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer déjà la défaillance, combien sont des professeurs qui ne mettent pas à jour leurs connaissances, qui sont dans le vieux système. Donc il y a tous ces éléments à voir. La partie historique, elle est importante, qu'on puisse s'approprier notre histoire, de la connaître. J'étais surpris une fois j'étais en Martinique. J'ai vu l'exposition de Kimpa Vinta en Martinique. J'étais avec un ami, je le salue, l'apôtre Joël Kamba, qui fait des conférences dans cette partie-là du monde. Et pendant une pause, lors d'une session, nous sommes allés en centre-ville de Martinique pour visiter un peu. Et je retrouve une exposition de Kimpa Vinta. J'avais jamais vu ça au Congo. L'histoire de cette dame, on en connaît quoi? Les gens, nos jeunes, ils connaissent quoi? Nos jeunes filles connaissent quoi de Kimpa Vinta? Mais ils connaissent les Kardashians, ils connaissent les Jeanne d'Arc, ils connaissent Simone de Beauvoir. Tout à fait. Ils connaissent plein de gens qui sont des êtres. C'est pourquoi le Congolais, vous allez voir même sa crise identitaire est des fois dans les... Regardez nos stars, leurs surnoms. Les stars du showbiz, leurs surnoms, c'est des présidents d'autres pays. On raconte une anecdote, un joueur qu'on appelait ici Georges Weah, pour la petite histoire, et puis il y a un match Congo-Libéria. Et puis il se retrouve face au vrai Georges Weah. Vous voyez le complexe, ça peut déjà crier. Donc, bref, c'est pour dire que ce sont des petits signaux qui montrent qu'on aime beaucoup les choses de l'extérieur. On a du mal à accepter, à nous approprier. Voilà, nos artistes ont du mal à s'habiller, on va dire, en côté traditionnel. Donc, si je comprends bien, notre système éducatif doit revenir à nos valeurs culturelles, à nos valeurs ancestrales. On doit enseigner à nos enfants ce que nous sommes vraiment, d'où nous venons, où nous pouvons, où nous sommes en train d'aller. Il faut que ça soit intégré. Vous allez prendre un pays comme la Turquie. La langue turque n'est parlée qu'en Turquie. Mais les Turcs sont forts. Vous n'irez pas en France où on parle en turc. Elle est parlée que en turc. Pourquoi? Parce que la Turquie est une nation, historiquement, qui a sa place dans le monde. C'est l'ancien empire byzantin. Je crois bien. Tout à fait. Donc, ils ont quand même participé à des choses dans le monde. Donc, ils veulent garder cette identité-là. Donc, les Chinois, vous allez en Chine, les claviers, on pouvait avoir, si on était fort, on pouvait avoir des systèmes informatiques en lingala, en swahili, en chiluba, des claviers d'ordinateur, mais en lingala. Vous allez dans des pays arabes, les claviers sont en arabe. Ce n'est pas des azertis, hein. C'est des claviers. Vous allez en Chine, c'est pareil. Donc, vous ne pouvez pas réclamer la force d'une nation si identitairement vous n'êtes pas fort. Mais c'est très bien, pasteur. C'est extraordinaire cette pensée. Mais comment s'y prendre? Comment y aller justement à ce retour? Un peu comme Mobutu disait, retour à l'authenticité. Comment y revenir justement? Moi, je pense que l'une des erreurs que nous avons fait, nous avons tout politisé. Tout politisé. Tout politisé. Et ce qui fait que même moi qui vous parle aujourd'hui, pendant que je parle, ceux qui me suivront, ils se diront... Il est de quelle tendance? Il est de quelle tendance? qui le soutient? Voilà. Et pourtant, c'est des idées qui sont des idées universelles qui peuvent être adoptées, que ce soit par les gens du pouvoir ou l'opposition, parce que tous ne sont pas appelés à faire de la politique politicienne, soit quoi que nous en subissions. Donc, je crois qu'il faut fédérer les gens autour d'un projet culturel, identitaire, qui permettra à forger la nation, la lame et l'ADN de la nation congolaise.
au-delà de ce que nous savons faire déjà, la musique. Nous avons des choses, la musique, la rumba, toutes ces choses sont des richesses culturelles, mais nous pouvons faire mieux que ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que la RDC, il y a un espoir pour la RDC de se relever de son sommeil, de cette perte de culture, cette perte d'identité? Est-ce que c'est possible pour la RDC de se relever de cet art, de ces mots? Je pense que parce que nous prêchons l'évangile, et peut-être c'est pas un verset biblique, mais les gens disent l'espoir fait vivre. Mais là, les Saintes Écritures disent que l'espérance est une des clés de la foi. Il n'y a pas de foi sans espérance. C'est parce que nous espérons que nous avons la foi. Donc, nous espérons, mais je n'aime pas tomber dans l'espoir parce que l'espoir est vague. L'espérance est liée à la foi, à une promesse. Mais l'espoir est vague, ça pourrait arriver. Et le problème, si on reste dans l'espoir, c'est que nous ne mettrons pas les ingrédients qu'il faut pour nous relever. Pour nous relever, il faut d'autres facteurs que l'espoir. Il faudrait de la discipline, il faudrait du travail, il faudrait mettre les choses ensemble. Quand je dis discipline, il faut une prise de conscience. C'est une des clés pour essayer de sortir notre nation d'un sommeil. Les efforts, moi je ne suis pas pessimiste, mais je suis en même temps réaliste pour voir qu'il y a des situations qui peuvent être faites en un jour, en un mois. Mais pourquoi on doit le faire en une année? Pourquoi on doit le faire en 4 ans, en 8 mois? Il y a des choses qui peuvent être changées. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer. Vous regardez nos communes, comment nos communes sont gérées. Mais nos communes peuvent être des sources de revenus pour l'État. Mais nos communes peuvent être... Moi, si j'étais politique et j'ai l'opportunité de côtoyer des députés, des ministres en fonction maintenant, j'influencerai ces personnes à faire en sorte que les communes soient gérées par des managers. Des managers qui ont réussi à créer une entreprise et de la mener au succès. Cette personne-là est fiable de lui confier la gestion de quelque chose qui est dans le chaos et d'en faire quelque chose de grand. Parce qu'un manager ou un entrepreneur, c'est quelqu'un qui part du néant, d'un chaos, qui a une idée, qui conçoit, qui développe et qui amène quelque chose à devenir productif. Nos communes peuvent être gérées comme des entreprises. Elles peuvent générer des ressources. Nos communes qui sont mourantes là. Ben oui, parce que moi quand j'étais petit, nous avions des piscines municipales. À Bandal, nous avions une piscine municipale. Ceux qui sont natifs de Bandal le savent. Nous avions des terrains de basket municipaux où les jeunes venaient jouer au basket. Les terrains municipaux de Bandal. Nous avions le centre de sport qu'on appelle centre culturel Motonamoto. C'est le centre de Bandal où il y avait une part les gens qui faisaient la boxe, d'autres faisaient. Mais tout ça, nous venions gratuitement et nous nous entraînions même. Et c'était gratuit. Mais ces choses sont quasi inexistantes aujourd'hui. Elles ne fonctionnent plus. Donc on peut voir que sans pour autant surenchérir sur l'élément, c'est parmi les exemples pour dire il faut que nous modernisions notre manière de réfléchir. Si nous restons, nous réfléchissons que comme dans les années 60, 70, 70, je pense qu'on aura du mal à évoluer et faire évoluer notre nation. Tout à fait. Il y a un des candidats à la présidentielle disait que le problème du Congo, ce n'est pas le problème d'hommes, mais c'est un problème de leadership et de gouvernance. Est-ce que vous partagez ce point de vue, révérend? Bon, pour moi, il a raison à moitié, parce que je pense que le leadership, c'est un problème d'homme. Voilà, c'est vraiment lié. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, le leadership, je pense qu'on doit concevoir une démocratie à la congolaise. C'est-à-dire? Il faut un peu de dureté dans la démocratie congolaise. Parce que nous avons tendance à
lorsqu'on vous donne la main, vous prenez le bras et vous en faites n'importe quoi. C'est un peu notre manière de fonctionner. Oui. Alors, à l'heure où nous sommes, alors certains d'ailleurs disent aucune nation ne s'est développée par la démocratie. Enfin, c'est une théorie qui court les rues maintenant pour un peu pousser les autorités à resserrer les étaux et à mettre en place une politique de, je ne dirais pas de répression, c'est pas le terme, mais de rigueur dans la gestion des comptes publics, dans l'ordre. Vous n'avez qu'à circuler dans les grandes artères de Kinshasa pour vous rendre compte, pas du désordre, parce que le désordre c'est un corollaire de ce qui se passe dans la tête. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire chacun dit je ferai ce que je veux. La loi n'a d'effet que lorsque la personne a commis une infraction. Or, la loi a aussi pour objectif de mettre des garde-fous, je ne dirais pas de prévenir, mais le terme m'échappe, de vous mettre en alerte que si je franchis cette ligne, je tomberai sous le coup de la loi ou des sanctions. Donc, certains peuvent... On le sait, les gens qui vont souvent à Dubaï, vous déposez un téléphone, vous oubliez un téléphone dans une épicerie, dans un magasin, vous revenez 24 heures après, vous trouverez votre téléphone. Au même endroit. Au même endroit. On va vous le garder, vous revenez, vous allez le trouver. Même, on ne vole pas. Ce n'est pas des chrétiens, c'est des musulmans, vous n'allez pas trouver ça. En Suisse, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui jette un truc par terre. Ça n'existe pas. Ce n'est pas forcément des chrétiens. Mais ils ont la conscience. Mais au Congo, même dans une église, vous perdez votre téléphone, les risques sont très élevés que vous ne le retrouviez pas. Nous sommes dans un cadre d'église. C'est quand même incroyable, pasteur. La démocratie à la congolaise, comment est-ce qu'on doit l'appliquer? Il faut beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. C'est ce qui nous manque. Les lois, ce n'est pas ce qui nous manque. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale. On voit des très belles lois d'ailleurs, des très belles lois, mais c'est le niveau de l'application des lois et ça demande de la rigueur pour que dans tout ce qui peut faire en sorte que le Congo prenne un décollage, ceux qui sont dans les commandes des finances publiques, dans les cours et tribunaux, c'est des choses invraisemblables qui se passent où vous avez des combines entre des fois ceux qui sont dans l'appareil judiciaire, entre les partis, c'est compliqué, et entre des situations où vous avez un juge qui est en combine, en affaire avec un avocat, enfin bref, c'est invraisemblable, mais si nous n'avons plus de retenue, je ne pense pas qu'il y ait au Congo un domaine qui ne soit pas infiltré par ce genre de pensée, où on fait des choses par légèreté et en ne pensant pas que nos actes d'aujourd'hui auront des conséquences pour l'avenir, les jeunes de demain, la génération de demain. Tout à fait. Donc les gens ne se rendent pas compte que même... des conséquences qui viendront après leurs actes. Bien sûr, justement. Bien sûr. Mais un tiers de la population congolaise est menacée par l'insécurité alimentaire, si contraste avec les 80 millions d'hectares arables que nous avons dans notre pays. Ça peut nourrir plus de 3 milliards de personnes dans le monde. On dirait pratiquement le 1 tiers de la population mondiale. La RDC est capable de nourrir, mais déjà ici chez nous, nous mourrons de faim. Est-ce aussi un problème de leadership? Ajoutez à cela le problème de chômage. Le chômage au Congo, c'est endémique. Ce n'est même plus une actualité. Comment lier cela à tout ce que nous avons comme potentiel? Comment est-ce que nous arrivons? Vous pouvez expliquer ça, pasteur? Prise de conscience du potentiel que nous avons. Prise de conscience. Vous savez, même je suis pasteur, homme d'église, je crois en l'action, la puissance de Dieu, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont délivrés que par la prise de conscience. Vous connaîtrez la vérité. Ce n'est pas la vérité qui a franchi, c'est la connaissance, en d'autres termes, d'être conscient. Je suis un enfant de Dieu. Ce déclic-là déjà peut faire quelque chose en vous.
faire sortir certaines mauvaises conduites. Donc le Congo ou le Congolais, nous devons prendre conscience de cela. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, nous devons, au-delà du leadership, être à la page de ce qui se fait de mieux dans le monde. Nous devons nous en donner les moyens. Quelle est la politique d'acquisition des connaissances au Congo? Quelle est la politique? Je ne sais pas s'il y en a, parce que je sais que les transferts de technologie, est-ce que ça nous intéresse? Les transferts d'informations. On voit des gens, des fois, aller dans des ateliers en Europe, mais la personne, en 72 heures de formation, il a passé 50 heures à faire le shopping et à passer 2-3 heures dans un atelier et revenir. Une personne qu'on envoie comme ça en formation, qu'est-ce qu'il ramène? Il ne ramène rien. Donc, nous devons mettre en place des politiques d'acquisition de technologie, de savoir-faire dans les domaines dont on a besoin d'exceller. Et Dieu seul sait que nous avons beaucoup de domaines dans lesquels nous avons besoin d'exceller. C'est pas, je ne peux pas dire qu'on n'est pas capable, mais nous devons, la technologie aujourd'hui, l'intelligence, la place de la formation, elle est hyper importante. Les gens qui font de l'informatique, ils le savent. Vous achetez un ordinateur le 1er janvier, au bout de 3-4 mois, vous n'êtes pas à la page, votre ordinateur n'est plus aussi performant que ceux qui viennent de sortir il y a 3-4 mois. Donc vous pouvez avoir des connaissances, des compétences, mais qui sont obsolètes. Et donc le Congo doit faire une mise à jour de sa connaissance, de ses compétences, de ses qualités, de ses capacités, vraiment avoir une politique de sortir l'élite de demain. Des gens qui seront capables, des jeunes gens qui seront capables d'aller puiser des connaissances dans les domaines financiers, dans les domaines économiques, dans les domaines stratégiques des produits que nous avons. Je n'en citerai, vous en connaissez, le lithium, le cobalt. Quelle est la politique du Congo de se placer parmi les plus gros marchés? Et tout ça c'est bien, pasteur, mais nous avons beaucoup de problèmes. Déjà ici en interne, il y a un problème de tribalisme, problème de corruption, on ne s'accepte pas. Parfois nous-mêmes, on ne s'accepte pas. Il y a parfois même la jalousie entre nous Congolais. Comment est-ce que nous pouvons appliquer cela? C'est vrai, il y a de la volonté parfois, mais ces éléments-là, ces freins-là, ça pose problème. Quand on nomme quelqu'un au poste de responsabilité, les premiers à qui il pense, ce sont les membres de sa famille, ses cousins, ses frères, ses parents. Comment est-ce qu'on peut arriver à se défaire de ces problèmes qui nous lient, qui nous caractérisent, nous, en tant que Congolais? Honnêtement, c'est pas pour décevoir les gens qui vont nous suivre, mais je crois pas que ce problème finira. Ce problème est lié à notre identité. Nous sommes d'abord, avant de penser à compétences, nous pensons d'abord tribu. Voilà. C'est lié au métabolisme de fonctionnement du Bantou. Il pense à sa tribu, il pense à sa langue, et nous avons reçu des parents, d'autres plus forts qui nous ont laissé cet héritage, d'autres, voilà. Donc c'est pour dire que, vous savez qu'un Français qui est en Bretagne, qui est d'origine breton, il va dire que je suis breton. Ça posera pas un sous-entendu de celui qui est du Sud. Un Marseillais, voilà, un Texan aux États-Unis, il dira je suis Texan. Ça posera pas. Ça s'arrête là à l'appartenance de son identité, parce qu'il est du coin. Mais chez nous, lorsqu'on dit je suis de tel coin, il y a des sous-entendus. C'est ça, en fait, notre problème. C'est appartenir à... Jésus était galiléen. Lorsqu'il arrive pour prendre même les gens qu'il a choisis, c'était des gens qui étaient autour de la Galilée. Il n'est pas allé dans les... La Bible, il est allé chez les siens d'abord. Chez les siens. Donc c'est un réflexe naturel. Si on fait une affaire, on arrive à créer une entreprise qui prospère, mes premiers réflexes, ça sera peut-être de prendre mes amis, voilà. Mais non, ceux qu'on choisit doivent se mettre à niveau.
Parce que la compétence est capable de faire disparaître, enfin, de faire évoluer la mentalité en disant il est là parce qu'il est compétent et non parce qu'il est de sa tribu. Mais quant à dire ce problème sera éradiqué, totalement enlevé, c'est un problème naturel, mais il ne faudrait pas en faire une arme de dénigrement, une arme de rejet, d'exclusion des autres. Au contraire, ça doit inclure les compétences que nous avons besoin pour ce pays. Et la corruption aussi, ça peut un jour, la corruption peut prendre fin. Oui, la corruption part par plusieurs éléments. C'est la loi, d'abord l'application de la loi. Ça part aussi par la prise de conscience. Ça part aussi par, je veux dire qu'un bon chrétien ne doit pas être corruptible. Voilà, mais bon, c'est... Nous sommes un pays, on dit chrétien, ouais, où le taux de corruption est assez élevé. C'est ça. C'est aussi contradictoire. C'est très, très contradictoire. Parce que je veux donner une file d'idées. L'agent de route, ce qu'on appelle communément chez nous roulage, et tout ça, qui est diacre dans une église, quand il fait son cagnaka et tout, il vient à l'église et il donne même son offrande. Et peut-être il paye même sa dîme. Le pasteur aussi, que c'est un agent. Donc ce n'est plus endémique. Ça fait partie maintenant du paysage culturel congolais. Les gens savent, les gens célèbrent lorsque l'un de leurs est nommé ministre, député. On célèbre quoi? Le siège à l'Assemblée nationale ou les cortèges avec les policiers ou les avantages qui vont avec. Où les gens se disent il aura beaucoup de responsabilités. Il faudrait que la famille fasse bloc autour de lui pour lui dire que notre nom de famille, il y va. Mais nous, on célèbre parce qu'on voit déjà que notre train de vie va totalement changer. Donc, même inconsciemment, on est déjà dans l'idée de prendre. Mais avant d'avoir été mise en poste, on est déjà on commence à changer des habitudes parce qu'on sait que mon oncle, mon frère, ma soeur va prendre un poste qui va changer le cours de choses dans ma famille. Donc voilà un peu le drame dans lequel nous sommes. C'est un drame. L'Afrique noire dispose-t-elle réellement de son destin, tenant compte des difficultés qui plombent ses efforts de gouvernance, économie extravertie, chômage massif, faible production, prédation? Je venais de le dire. Est-ce que l'Afrique noire a son destin en main au regard de cette réalité? L'Afrique noire? Oui. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au Congo est lié aussi à l'Afrique noire. Je pense que certaines nations s'en sortent un peu mieux, comme j'ai dit, parce que une réclamation de l'identité nationale, l'identité africaine, et d'autres ont dit non à certaines pressions internationales dans les domaines, par exemple, comment on appelle ça encore, des genders, tout ce qui est les orientations sexuelles. Dans certaines nations, ils ont dit non, ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas nos cultures. Donc, ça prouve qu'il y a des nations qui veulent vraiment garder. Il y a des nations comme en Tanzanie où on enseigne en Swahili. À l'université. À l'université, on enseigne en Swahili. Ils sont fiers de parler Swahili. Ils sont fiers de parler Swahili. Ils n'ont pas de complexe. Leurs diplômes sont aussi respectés. Donc, c'est d'abord, c'est comment on se vend soi-même. Donc, l'Afrique doit comprendre ça. On a encore des problèmes de quitter Kinshasa pour aller à Abidjan. On doit chercher des visas. On a encore des problèmes pour traverser le Congo-Brazzaville avec toutes les tracasseries. Tu passes la frontière belge et française en voiture en quelques heures. Donc, on est très loin. Et c'est pourquoi il y a toujours ce rapport de... Ça change, hein, ça évolue. Mais au niveau de la population, voilà, il y a beaucoup à faire pour que... Mais tant que nos populations jeunes vont chercher à aller faire les meilleures universités en Occident, chercheront à aller faire leur formation en Occident pour revenir et qu'ils soient mieux considérés, on sera toujours avec 1, 2, 3, 4 pas de retard par rapport à ces nations. Malheureusement, c'est un fait, c'est un constat, on le dit comme ça. Est-ce que le développement, le faible niveau d'instruction est lié à la couleur de peau? Quand on se rend compte que généralement les plus pauvres retrouvent parmi les personnes noires en Afrique
même aux États-Unis, les plus pauvres sont de race noire. Même en Amérique latine, les pauvres sont aussi des races noires, la plupart. Est-ce que le niveau de pauvreté ou de sous-développement est lié à la couleur de peau? Non, c'est pas lié à la couleur de peau, je ne pense pas. Après, il y a une stigmatisation forcément des ceux qui avaient... Je vais vous surprendre, j'ai suivi il y a très longtemps, dans les années 99-99, un pasteur noir américain qui avait fait un grand séminaire sur l'esclavage, l'évangile et la communauté noire. Enfin, il avait fait et parmi son exposé, je me rappelle encore, parce qu'il a fait sortir des documents en disant les gens qui ont conçu l'esclavage l'ont conçu de telle manière que 500 ans après que cette pensée-là demeure dans la tête des gens. Donc c'était 500 ans après que cet esprit de l'esclavage. La preuve en est, on n'arrive pas à éradiquer totalement. On n'est plus dans l'ère où on prenait les gens, les mettre dans les bateaux, les amener dans des territoires, les faire donner des travaux. Mais il y a une forme d'esclavage moderne, dissimulation du racisme, ou dans certains milieux où tu vois les hauts cadres sont des Occidentaux et les employés sont des gens... Voilà, c'est fait aussi à dessein. Maintenant, individuellement, il y a des gens qui arrivent à percer ces couloirs, à devenir autant importants que les gens d'Occident. C'est à nous. C'est pas quelque chose qu'on peut quémander, qu'on peut... On n'a pas droit à la pitié. C'est à nous de nous battre en tant que peuple, en tant que nation, bouger les lignes, chacun dans son domaine, pour essayer de nous ramener. On l'a vu récemment, l'échange qu'il y a eu entre le président de la République et le président de la France. Tout le monde, j'emploierai le terme des jeunes Français, tout le monde a kiffé. Tout le monde avait aimé la réponse, certes un peu poignant, saignant, mais très ferme, courtois du président de la République. C'est ce que les jeunes, surtout de cette génération, aimeraient voir, parce qu'ils sont plus, ils ne font plus partie de la France-Afrique il y a longtemps, où le président français arrivait et on rassemblait tous les pays africains autour. Cette ère-là commence déjà à avoir déjà dépassé. Comment comprenez-vous ces propos de Simon Kimbangu qui disait un jour l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir? Comment personnellement vous comprenez cette parole de Simon Kimbangu? Je peux la comprendre, mais peut-être que pour moi elle est un peu caricaturale parce qu'on parle des races. Moi je parlais des cerveaux. J'aimerais plus parler que l'Africain, peut-être je dirais comme ça, l'Africain, parce que bon, l'histoire nous montre, et nous le savons, même s'il y a des polémiques autour, que les pharaons, l'Égypte, c'était des Noirs. Ils étaient autant développés à l'époque. On nous fait croire certaines choses. La reine de Séba, qui a quitté l'Éthiopie, qui est venue rencontrer Salomon, c'était déjà une souveraine avec l'Éthiopie, qui était une... Vous savez que l'Éthiopie, c'est l'une des nations les plus anciennes qui existent, parce que la Bible parle de l'Éthiopie. Donc c'était pas un petit pays, l'Éthiopie. Donc on a ces choses pour montrer que c'est à nous de dire, ce n'est pas le... D'ailleurs, l'histoire dans plusieurs domaines a été tronquée, a été trafiquée, parce que certaines inventions ont été faites par des personnes de couleur noire, que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais il ne faudrait pas qu'on nous réduise en disant c'est le premier noir à avoir inventé tel. C'est très réducteur, ça. C'est très réducteur. Je n'adhère pas à ce discours. On a des cerveaux, on a des compétences. Il faut qu'on se batte. Maintenant, c'est vrai que le système, certains systèmes, que ce soit le système financier mondial et dans certaines nations, est conçu pour favoriser certains pays et défavoriser d'autres. Et les pays africains, malheureusement, font partie de ces pays qui sont des fois défavorisés par le système qui est mis en place. Mais ne soyons pas naïfs et ne tombons pas dans le jeu encore de la guerre froide à l'époque où il y avait d'un côté le bloc soviétique et le bloc capitaliste. Il faut créer notre propre voie, notre propre chemin, parce qu'on a des choses à dire vu notre position et ce que nous refermons comme étant richesse stratégique pour l'avenir du monde. Pour l'avenir du monde. Pasteur, on va chuter, il nous reste 10 minutes.
pour chuter. Parlons de votre ministère. Oui. Vous êtes allé, vous l'avez dit, vous êtes allé en Europe pour étudier. Et après, vous avez, le Seigneur vous a appelé, vous êtes devenu homme d'église, enseignant de la parole. Comment s'est fait votre intégration et comment vous vivez en France avec d'autres pasteurs et hommes d'église comme vous-même? Il se passe bien. Pour la petite histoire, j'ai commencé à servir Dieu déjà ici en étant adolescent à Kinshasa. J'ai connu le Seigneur ici en étant jeune adolescent. Et puis, comme la famille tenait à ce que nous fassions des bonnes études, donc on a combiné et les études, mais comme je disais, la vocation était plus forte, donc les orientations étaient plus... Mais nous gardons la fibre intellectuelle, un peu du savoir dans notre manière de présenter, d'aborder l'évangile. Et je disais tout à l'heure par rapport à avec les amis, ça se passe super bien. On est dans un corps, le corps de Christ, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais il se fait qu'il y a des affinités aussi. D'ailleurs, j'ai tenu à... Nous aurons une activité avec les amis. Je parlais de l'apôtre, l'un de mes amis, l'apôtre Joël Kamba, l'un de mes meilleurs amis encore, le prophète, l'évêque Exaucé Lungu, qui est au Luxembourg. Donc vous voyez qu'il y a des Congolais qui font, à l'instar des gens aussi qui font d'autres très bons travaux. Ici, j'ai des amis ici qui font des très bons ministères, ici en Afrique, qui est extraordinaire, ils ont des notoriétés extraordinaires, mais j'ai voulu concentrer à parler à nos gens qui nous suivent, des gens qui font un travail extraordinaire, mais qui sont basés en Occident. J'ai un ami, l'apôtre Paul Mwanga, qui fait un travail extraordinaire en France. Bref, on a comme ça des hommes et des femmes qui font un travail extraordinaire et nous essayons, dans la mesure du possible, d'amener l'excellence dans ce que nous faisons parce que des fois, on nous perçoit comme surtout les Congolais ou les Africains, des gens qui ne sont pas organisés, ordonnés, des gens qui parlent n'importe comment. Non, non, nous sommes des personnes, s'il faut qu'on nous mette avec certains députés, certains ministres, je vous assure, certains hommes de Dieu remporteront des prix par rapport à certains ministres ou certains députés. Donc, mais nous servons Dieu, pas parce que nous avons été en Europe, il n'y avait rien à faire. Non, nous servons Dieu par vocation, par appel et par destin. Parce que Dieu a voulu qu'on soit dans ces territoires-là, qu'on serve Dieu dans ces milieux-là, et qu'on puisse intégrer notre ministère en tenant compte des réalités donc, qui sont les nôtres. Les réalités d'intégration. Enfin, intégration, encore, c'est un mot à discuter parce que lorsque le Français vient habiter au Congo, vous ne demandez pas de s'intégrer. Le Français, l'Américain qui vit ici, il habite à Gombe, il mange, il boit, consomme américain. Pourquoi vous voulez que le Congolais qui habite en France devienne comme un Français? Ça, c'est, moi je remets en cause certaines théories qu'on nous met sur la table, je remets en cause un peu la théorie de l'intégration. Après, ce n'est pas une mauvaise chose, mais l'intégration ne veut pas dire assimilation, ne veut pas dire abandon de sa culture et devenir comme le pays dans lequel tu vis. Mais il faut adapter sa manière de fonctionner et dans le ministère, c'est important, voilà. Vous évoluez dans des pays qui sont traditionnellement catholiques. Vous êtes une église plutôt pentecôtiste. Oui, on va dire ce qu'on appelle communément les églises de réveil. Même si on n'appartient pas forcément à la structure, les églises de réveil, les Américains ou les Français disent les évangéliques. Voilà, c'est le terme approprié. Dans les médias, on nous traite, enfin, on nous colle le titre des églises de réveil. Donc, enfin, les églises évangéliques. Voilà, le concept américain, quand c'est très évangélique, ça veut dire que c'est un peu ce que nous disons ici. Le mot pentecôtiste a tendance aujourd'hui à disparaître un peu. Voilà, aujourd'hui on parle plus des églises de réveil au Congo ou en Afrique, mais les évangéliques un peu partout dans le monde. Parce qu'on a un peu ce côté américain, on chante, où les salles des églises ne sont plus comme des cathédrales, mais très modernes, avec, voilà. Donc c'est pourquoi on parle un peu des évangéliques. Donc on essaie d'intégrer ça dans le microcosme français, qui n'est pas forcément habitué à ces choses. D'ailleurs, pour certains, on est traité des sectes. On nous voit comme des gourous, on nous voit comme des gens, voilà. Mais au bout du compte, on participe
au changement. Beaucoup de jeunes qui viennent, beaucoup de familles qui viennent dans nos ministères, dans nos églises, c'était des... Autant qu'il y a des cadres, autant il y a aussi des jeunes qui étaient perdus, mais à cause de l'évangile, voilà. Donc, on ne peut pas quantifier forcément le nombre, mais Dieu seul sait le travail que tous ces pasteurs, d'autres dont j'ai cité le nom, d'autres dont je n'ai pas cité le nom, qui font des choses extraordinaires en France ou dans d'autres pays européens avec, je ne dirais pas les moyens des bords, mais des difficultés. Parce que vous êtes au Luxembourg, vous êtes en France, vous êtes en Suisse, vous dites aux gens, nous aurons 40 jours de jeûne et prière, nous commençons nos séances à 5 heures du matin. Vous n'aurez pas une salle pleine. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la quasi-majorité des gens vont aller travailler. Ils viendront peut-être pour 20 minutes, 10 minutes, mais ils ne pourront pas être là, pourront être là pour un jour, mais ils ne pourront pas prendre 40 jours pour venir rester dans un temple. Donc vous ne pouvez pas dire que les églises ici font mieux le travail que ceux qui sont en Europe. Nous sommes dans des contextes très différents. Voilà. Et la collaboration entre l'église du Congo et l'église, c'est vrai, c'est la même église, mais vous qui évoluez en Europe et ceux qui évoluent ici, comment se fait la collaboration entre vous? Elle se fait plutôt bien. Elle se fait plutôt bien parce que nous avons aussi des affinités d'ordre amical. Okay. Elle se passe plutôt bien. Mais ce qui est sûr, c'est que le pasteur qui est en Afrique, il a un petit avantage, entre guillemets, psychologique, parce que le chrétien qui vit en Europe a toujours quelque part, comme on dit en anglais, dans le back of his mind, c'est-à-dire quelque part dans son subconscient, le pasteur qui est puissant vient d'Afrique. Le prophète qui est... Tu vois, c'est quelque chose de psychologique, culturel. C'est pourquoi vous allez voir que généralement, quand les pasteurs d'Afrique viennent prêcher en Europe, ça fait sale comble. Parce que les chrétiens ont ce sous-entendu-là que les pasteurs qui viennent, qui exercent en Afrique sont plus forts, sont plus puissants, voilà. Et puis mais entre les pasteurs, l'ambiance, les rapports sont toujours cordiaux, tout ça, et ça se passe plutôt bien. L'ambiance est bonne, ça se passe plutôt bien. Mais pasteur, on est en train c'est la dernière question, on va finir. J'aimerais que vous puissiez juste dire un mot à toute la population congolaise. La RDC traverse une grande crise, la crise économique, la crise financière, il y a l'inflation. Il y a beaucoup de ménages qui ne vivent pas comme il se doit. Dans l'est de la RDC, il y a la guerre, il y a des familles qui sont déplacées, des enfants qui ne vont plus à l'école, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. Un mot à toutes ces personnes qui ne vivent pas comme vous et moi, mais qui vivent dans des conditions assez précaires. Juste un mot à ces personnes avant que nous puissions clore cette émission. Vous savez, je me permets de dire, nous aurons une activité le premier week-end du mois de juin, c'est-à-dire le 3, le 4, le 2 au 4 juin à Paris, qui est organisée, cette activité, une grande activité de la Pentecôte organisée par l'apôtre Joël Kamba des ministères prières révolutionnaires. Et nous aurons des grands orateurs, moi qui vous parle, et le prophète Exaucé Lungu, l'évêque Exaucé Lungu. Donc ça sera des grandes assises. Il y a des gens qui sont en Afrique qui peuvent dire à leur famille d'assister. Pourquoi je le dis? Parce que ça aura des retombées sur ce que je vais dire tout à l'heure par rapport aux familles. Plusieurs familles sont nourries, soutenues par leurs frères et sœurs qui vivent en Occident. En Afrique. En Afrique. Oui. Donc, je dis à ces gens-là particulièrement de beaucoup prier pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leurs membres de famille, parce que ce n'est pas donné à ces personnes de travailler. Mais pour ceux qui vivent ici aussi en Afrique, je veux leur dire, qui vivent dans des conditions, on va dire peut-être précaires, difficiles. Nous sommes passés par là. Moi, je suis natif de Bandal, j'habitais Bandal, j'allais étudier à l'université libre de Kinshasa. Bandal, Limete, je le faisais à pied. Je marchais de Bandal à Limete, parce qu'il n'y avait pas de transport. Aller, retour. Et pour
couronner la petite balade entre les amis étudiants, un petit morceau de pain avec les cacahuètes. On s'arrêterait vers Bongolo, on demandait une bouteille d'eau. Heureusement, on avait un ami qui était très dynamique avec les histoires. Donc, quand il racontait les histoires, on ne voyait pas le temps passer. Nous sommes passés par... On voit la gloire d'une personne, mais des fois, on ne connaît pas l'histoire qu'il y a derrière cette gloire. Je suis pasteur. Le Congo est un pays où on ne peut pas mettre l'espérance sur le gouvernement. On ne peut pas mettre l'espérance sur les systèmes banquiers parce qu'il est quasi inexistant, quasi inopérant. On ne peut pas avoir la facilité d'avoir accès au crédit. Tout à fait. Donc, un jeune qui est à l'université, qui travaille, qui bosse, quelqu'un qui rêve, doit compter sur Dieu d'abord et doit compter sur lui-même. Il faut, je ne dirais pas oublier, mais il faut se focaliser. Je le crois de tout mon cœur que pour percer au Congo, pour avoir une issue de visibilité, un horizon rose qui peut se présenter devant vous, il faut avoir la main de Dieu sur soi. Parce que nous n'avons pas les conditions qui peuvent faire qu'en sortant de l'université, on a tous les moyens qu'il faut pour devenir, à fonder sa famille. On ne peut pas fonder une famille sur des salaires qui sont proposés sur la place publique au Congo. Donc, il faut compter sur Dieu et compter sur lui au plus profond de soi. La misère peut être une période de votre vie. La galère peut être une saison de votre vie. Mais si vous croyez en Dieu, vous avez foi en Dieu, qui est le juste juge, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il ne trompe pas. Sa parole ne trompe pas. Je ne suis pas dans la comparaison parce que quelqu'un dira, ah, lui, c'est pas la souffrance par laquelle... Il y aura toujours quelqu'un qui souffre plus que vous. Ce n'est pas l'idée de comparer les souffrances. Peut-être que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours, mais vous devez à l'université. Peut-être que vous devez payer les frais, vous n'en avez pas. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas les derniers. Oui. Mais j'ai une parole d'espoir et d'espérance pour vous. Dieu, jamais, il n'a trahi des gens qui croient en lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Gardez votre foi intacte, le Seigneur honorera votre foi. Merci beaucoup, pasteur, pour ce franc-parler et pour cette précision dans votre langage. Merci beaucoup. Vous rentrez quand déjà? Je rentre ce dimanche. Déjà? Mais je suis sûr que nous allons garder une très bonne collaboration, non seulement avec Congo Buzz, mais aussi avec votre propre personne. Et j'ai été très bien accueilli, très bien reçu à Congo Buzz. Merci beaucoup, révérend pasteur Serge Ndala, d'avoir été aussi avec nous. Vous êtes, je rappelle, vous êtes responsable des ministères Destiny Center basé en Suisse, en Europe. Merci beaucoup, révérend pasteur, et bon voyage et bon retour chez vous en Suisse. Merci aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous voulez réagir à cette émission, un droit de réponse. Vous voulez peut-être entrer en contact avec le révérend pasteur, il est là. Vous pouvez passer par nous pour l'atteindre. Ça se fera sans problème et sans faute. Et donc, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Congo Buzz Télévision. Au revoir.